Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. Premier poignée de main aujourd'hui entre le président de la République et le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis depuis sa nomination. Le premier échange entre Félix-Antoine Tshisekedi et Mack Kari ont tourné autour de la coopération entre les USA et la RDC. Les échanges ont eu lieu à la cité de l'Union africaine. Regardons. Yann Mack Kari est le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. C'est jeudi 12 février 2026, il a rencontré pour la première fois le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis sa nomination à ce poste. Au moment où la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique renforcent davantage leur coopération bilatérale stratégique, le chef de l'État et les diplomates américains ont évoqué les domaines de coopération entre les deux pays et la mise en œuvre de l'accord de Washington. C'était une discussion très positive. On a discuté nos domaines de coopération qui sont très nombreux et nous avons discuté les façons pour faire croître l'économie congolaise parmi le commerce et aussi notre coopération pour mettre en œuvre l'accord de Washington. La RDC et les États-Unis d'Amérique s'engagent à maintenir les contacts pour faire avancer les intérêts des deux États. Nous avons agréé de rester en contact et demeurer dans nos efforts. Il y a beaucoup d'intérêts partagés entre les États-Unis et la RDC et on va faire avancer tous ces intérêts dans l'avenir. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique a profité de cette audience pour féliciter le chef de l'État pour sa dernière visite à Washington aux États-Unis d'Amérique et son leadership salué par le président américain Donald Trump. Je le dis au sommaire, le cessez-le-feu sous haute surveillance des Nations Unies à Goma, Viviane Van de Peer, chef par intérim de la MONUSCO, est arrivée ce matin au Nord Kivu. Elle a atterri à l'aéroport de Goma. En mission sur place, elle va engager des consultations avec le parti prenante et aussi appuyer les suivis et la vérification du cessez-le-feu. Edith Chala nous en parlait. L'aéroport international de Goma dans le Nord Kivu a rompu jeudi avec son silence habituel imposé par l'armée rwandaise depuis une année. Un hélicoptère de la MONUSCO avec à son bord Viviane Van de Peer, chef de la MONUSCO par intérim, a atterri à l'aéroport de Goma. Plus symbolique, le processus de réouverture de cet aéroport est lancé. Le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Même si l'échéance n'est pas donnée, pour les habitants des Biréré, tous les espoirs sont permis. L'RDC et l'Angola font front commun face aux menaces transfrontalières. Les deux pays évaluent la situation sécuritaire au niveau de leurs frontières communes. Depuis ce matin à Luanda, l'RDC est représentée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui co-préside les travaux. Bobo Anan Mokonti. À Luanda, les experts de la République démocratique du Congo et de l'Angola parlent de sécurité, des échanges stratégiques engagés dans le cadre des travaux de la commission permanente mixte défense et sécurité. Cette rencontre de haut niveau, qui va durer 3 jours, soit du 11 au 13 février, les experts des deux pays vont analyser la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission mixte défense et sécurité entre les deux États et aussi échanger sur les renforcements de la coopération policière. Pour cette première journée, 2 temps forts ont couronné cette session, à savoir la réunion des experts conduite par le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alonga Boni, et celui de la police angolaise, Francisco Monteiro, et la réunion ministérielle qui sera présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité de la République démocratique du Congo, Jacques Chabani, qui séjourne sur le sol angolais aux côtés de son homologue, Manuel Gomez. Le socle de cette rencontre, c'est dans l'échange de technologies entre nos deux États, surtout que nous partageons la même frontière. C'est ici le lieu où nous devons à leur juste valeur et remercier nos deux chefs d'État pour les efforts conjugués. Nos échanges porteront sur la coopération policière ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun
En menant à bien ces travaux, nous répondrons avec diligence aux attentes de nos chefs d'État et de nos populations. Au terme de cette session, les deux parties vont apposer leur signature au bas de l'accord portant création de la dite commission qui bénéficiera également du traitement des questions d'intérêt commun en attendant la convocation proprement dite de la session Défense et Sécurité. Modernisation et réhabilitation des infrastructures aériennes en RDC. 2 livraisons attendues cette année. L'aéroport international de Luano dans le Haut-Katanga et l'aérogare de Kananga dans le Kasaï central seront prêts respectivement en décembre et au mois de juin. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, était tour à tour sur les 2 chantiers pour inspecter les travaux de précision avec Pierre Mbouou Saïdi. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo a effectué dernièrement une visite d'inspection à l'aéroport international de Lubumbashi-Laluano dans la province du Haut-Katanga. L'objectif était d'examiner minutieusement la mise en œuvre des recommandations émises par la mission d'assistance de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, ainsi que les observations issues des audits de sûreté réalisés par l'autorité de l'aviation civile AAC de la République démocratique du Congo en vue de l'audit de l'OACI prévu dans un mois. Cette visite a également permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux de modernisation de l'aéroport international de Laluano à Lubumbashi, dont la réception est programmée pour le mois de décembre 2026. Dans la foulée, le vice-premier ministre s'est rendu à l'aéroport de Kananga, dans la province du Kasaï central, en compagnie de M. Harry Jagnak, PDG de Modern Construction, en vue d'examiner l'état d'avancement du chantier des nouvelles aérogares dont la livraison est prévue pour le 13 juin 2026. Cette belle initiative s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à moderniser les infrastructures aéroportuaires sur l'ensemble du territoire national. Le Japon veut mettre la main dans son porte-monnaie pour aider la RDC. 6 millions de dollars, c'est l'enveloppe qui sera mise à la disposition de la RDC pour mettre fin aux problèmes d'insécurité dans la province du Tanganyika. Un accord des dons a été signé ce matin entre l'OIM et le Japon. C'est un reportage d'Anastasie Doum, Bobetinga et Papimbo. En signant cet accord des dons, l'OIM et le Japon, par l'entremise de la JICA, s'engagent à accompagner le gouvernement pour relever les défis sécuritaires. Ceci rentre dans le cadre du projet d'appui à la consolidation de la paix par le renforcement de la cohésion nationale et l'amélioration de la sécurité au Tanganyika. La ville de Kalemi et certains territoires comme Nyuzu et Kongolo font face aux problèmes des groupes armés, des personnes déplacées et à des tensions intercommunautaires. Près de 7 millions de dollars, c'est l'enveloppe que le Japon prévoit pour ce projet à travers la JICA. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la présence de justice, de sécurité et de cohésion sociale. Nous invitons toutes les parties impliquées à ne pas ménager efforts jusqu'à l'atteinte de ces objectifs. Alexandra Samsung, chef de mission de l'OIM, inscrit cette collaboration stratégique dans les priorités nationales. Depuis la retraite de la MONUSCO, la Provence n'est pas connue de résurgence majeure de violence. Cette stabilité illustre les efforts conjoints démontrés par les autorités locales, les forces de sécurité et les communautés eux-mêmes pour préserver la paix et consolider les acquis. Les représentants du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Eli Kumbi, saluent cette collaboration et souhaitent voir les projets aboutir et produire des résultats. Ces projets sera également d'un appui considérable et un bras séculier à la mise en œuvre du programme des PDDRCS dans la réinsertion sociale des ex-combattants. Le PDDRCS à la conquête de l'Afrique, Addis Abeba en Éthiopie. Les coordonnateurs nationaux de ces programmes a mené une série d'audiences pour mobiliser toute l'Union africaine et les partenaires techniques et financiers autour de ce programme avec un objectif clair, renforcer les appuis et accélérer la stabilisation en RDC. Peggy Mukunda. Il a marqué une étape décisive dans les rayonnements internationaux du programme. Le coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, Jean-Dédieu Désiré Ntanga Tita,
était à Addis Abeba, en Éthiopie, pour une mission de travail pour consolider les alliances stratégiques autour du PDDRCS. Occasion pour le patron du programme de mener une série d'audiences diplomatiques et institutionnelles. Avec l'ambassadeur de la RDC auprès de l'Union africaine, M. Enon Mukongo, il était question de présenter les avancées, les défis et les leçons apprises du programme, obtenant un appui ferme pour porter les plaidoyers auprès des organes de l'Union africaine et des partenaires techniques et financiers. De même, il a rencontré des acteurs de la société civile africaine et du corps diplomatique. Leurs discussions ont porté sur le renforcement des capacités, la formation des formateurs, l'émergence de leadership féminin et la stratégie de mobilisation des fonds intégrant la perspective genre dans les politiques de paix et de sécurité alignées sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, champion de la masculinité positive. Pour clore, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Didier Désiré Ntangatita, a échangé avec l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Liberata Moulamula, sur les perspectives de coopération renforcée. Un nouveau visage à la tête du secrétariat général à l'économie. Le nouveau promu a été reçu ce matin par le vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba pour un échange de prise des contacts. Redépana. 3 axes prioritaires au centre des discussions: la lutte contre la vie chère, la formalisation de l'économie informelle ainsi que le redressement productif en cohérence avec le programme d'action du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a appelé le nouveau secrétaire général à veiller à la mise en place d'un cadre de travail approprié à l'informatisation des services et au maintien de la paix sociale au sein de l'administration centrale. Objectif: consolider une administration moderne, performante et orientée vers le résultat. L'autorité de l'économie nationale a également mis en lumière la dimension diplomatique croissante du ministère. Celle-ci s'est traduite notamment par la tenue prochaine du Forum économique Angola-RDC, le renforcement de la coopération maroco-congolaise avec la banque Al-Barid Bank, ainsi que la signature de l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Pour sa part, le nouveau secrétaire général Abolia Taba Mapolo a confirmé son engagement à mettre en action au service de l'administration afin d'intégrer et appliquer la vision du vice-premier ministre. Après avoir obtenu de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, la vision par rapport au programme d'action du gouvernement, il nous a donné les orientations. En ce qui nous concerne, je lui ai rassuré de notre loyauté, mais aussi de notre disponibilité totale pour la matérialisation d'actions du gouvernement dans notre secteur. Cette rencontre, il faut le dire, marque ainsi le début d'une nouvelle dynamique administrative au sein du ministère de l'économie nationale, axée sur l'efficacité, la modernisation des services et la mise en œuvre rigoureuse du programme d'action du gouvernement. L'Afrique ouvrait grand ses frontières pour booster le commerce. À Addis Abeba, en Éthiopie, les ministres africains étaient autour du secrétaire général de la ZLECAf pour réfléchir comment réduire des tarifs au niveau des frontières. La voix de la RDC a été portée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga. De précision dans ce reportage. À 48 heures de l'ouverture du 39e sommet de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, ici à Addis Abeba en Éthiopie, le représentant de la RDC, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Afrique du Sud, sont autour du secrétaire général de la ZLECAf pour une accélération de la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Les travaux ont mis l'accent sur 2 priorités stratégiques. Les démantèlements tarifaires, désormais soutenus par la contribution active des ministres des Finances pour donner des instructions aux douanes, et la modernisation des frontières entre ces 5 pays africains. Cette modernisation passe par la construction des postes frontaliers modernes avec l'appui du groupe DP World pour fluidifier le passage des marchandises et faciliter les commerces intra-africains. Selon les participants, l'objectif est double: réduire les délais et les coûts liés aux échanges transfrontaliers et préparer le pays africain à un marché unique plus compétitif, a souligné le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga. Les chefs d'État tiennent, en marge de ces sommets, d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de ces zones de libre-échange continentale africaine, qui est en fait la solution au développement du continent. Beaucoup de gens craignent que lorsqu'on va ouvrir les frontières, on va perdre suffisamment de recettes au niveau des douanes. Mais il a été question de pouvoir échanger
mutuellement sur les bénéfices que nous allons obtenir de cette ZLECAf, parce que les libre-échanges concernent seulement les produits d'origine. Par ailleurs, les ministres du commerce de ces pays africains se retrouveront à Dubaï le 18 février prochain pour définir les modalités pratiques de cette modernisation des frontières dans le cadre de partenariat avec DP World. Au Sénat, la nouvelle année démarre avec des vœux et des engagements. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a présidé la cérémonie d'échange de vœux, a salué l'implication du personnel administratif dans la réussite du travail législatif. Janine Kalenga. Présidant la cérémonie d'échange de vœux entre le bureau du Sénat et l'administration, les speakers de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, a invité l'administration d'inspirer le bureau de sa sagesse afin de conduire à bon port le Sénat. Le Sénat ne pourrait en aucune circonstance remplir la haute mission que lui confère la Constitution sans votre compétence éprouvée, sans votre sens du devoir et sans votre attachement indéfectible à l'intérêt général. Jean-Michel Sama Lukonde a en outre évoqué les préoccupations de l'administration et annoncé certaines dispositions prises par son bureau. Malgré les contraintes liées aux mesures de réduction de train de vie des institutions qui ralentissent de manière sensible le rythme de nos actions. S'agissant de votre souhait de voir l'année 2026 être consacrée à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des cadres et agents du Sénat, permettez-moi de préciser ce qui suit. Concernant l'état préoccupant du parc informatique, le bureau en a pleinement conscience et a pris des dispositions pour y remédier. Ces interventions se feront toutefois de manière progressive en fonction des disponibilités de la trésorerie. Le secrétaire général du Sénat, Jean-Moukoula Bateke, a exprimé au nom de tout le personnel administratif ce vœu de nouvel an au président Sama Lukonde et à tous les membres de son bureau. Il a réitéré la détermination et l'engagement de l'administration d'accompagner le bureau afin de lui permettre de mieux remplir sa mission. Il a également apprécié l'approche managériale du président de la Chambre des sages, Jean-Michel Sama Lukonde. Cette cérémonie d'échange de vœux a été marquée par l'échange des cadeaux, signe d'engagement mutuel. 250 000 jeunes Congolais en route vers l'avenir. Un projet ambitieux de formation au métier du numérique vient d'être lancé par la ministre de la Jeunesse de DT avec Gaëtan Magalan. Le programme de formation de 250 000 jeunes au métier du numérique initié par la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique Gracimile Coutinho commence à prendre forme. La salle Virunga de l'hôtel Memling à Kinshasa a servi de cadre pour les lancements de la formation de formateurs qui auront la charge d'encadrer 250 000 jeunes Congolais dans les jours à venir. Cette formation est divisée en 2 niveaux. Le premier niveau concerne le participant de Kinshasa, tandis que le deuxième réunira à la fois le jeune de Kinshasa et ceux venus de différentes provinces du pays, accompagnés de représentants de Cisco et de Cisbation en RDC, ainsi que du directeur pays d'RTL. La ministre de la Jeunesse a invité les apprenants à faire preuve d'engagement, soulignant qu'ils auront ainsi l'opportunité d'accéder à 2 emplois fiables et porteurs d'avenir. Je tiens déjà à vous féliciter pour cette première étape. Et je sais que ce n'est pas un hasard que parmi toutes ces personnes, vous avez été sélectionnés. Parce que vous avez une partition à jouer dans l'histoire de ce pays. Le numérique, c'est demain. Et nous sommes le demain de cette nation. Après ces temps de formation, donnez votre savoir à 250 000 jeunes dans tout le pays. À travers cette initiative ambitieuse, le gouvernement réaffirme sa volonté d'investir dans la jeunesse congolaise et de faire du numérique un levier stratégique de développement. Ces programmes marquent ainsi une étape décisive vers l'autonomisation de jeunes et la construction d'un avenir plus prospère pour la République démocratique du Congo. La justice en panne dans la province du Bazouélé. Pas de juges, pas de magistrats dans plusieurs tribunaux. Le gouverneur des provinces vient de saisir le ministre d'État de la Justice, Mike Mukeni, a également réclamé la part de sa province au Frivao, car sa province figure parmi les victimes des atrocités illicites de l'armée ougandaise en RDC. Et Rudis Kitutu nous en parle.
Plusieurs préoccupations majeures ont été soulevées, notamment l'absence des juges et des magistrats dans certains tribunaux du Bas-Ouélé, une situation qui impacte directement le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Sur cette question, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Guillaume Gueffa Atondoko Andali, a donné des assurances quant à une résolution rapide du problème. Les échanges ont également porté sur d'autres questions cruciales, notamment le Frivao. Nous avons rappelé que le Bas-Ouélé est aussi victime et que aussitôt que les activités vont reprendre, il faudrait qu'on puisse prendre en compte l'indemnisation de la province du Bas-Ouélé. Nous avons par exemple des problèmes au niveau de certains tribunaux, c'est-à-dire il y a absence de juges, absence de magistrats, et sur ce point-là, Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a donné des assurances que cela sera rapidement résolu. Au-delà de ça, en face de moi, il y avait un grand monsieur qui était très ouvert, à l'écoute, et je pense que nous aurons des bonnes nouvelles et beaucoup de solutions qui vont très vite arriver pour notre province du Bas-Ouélé. Cette audience illustre la volonté du ministre d'État de renforcer le dialogue avec les provinces afin d'apporter des réponses concrètes et adaptées aux réalités du terrain. Un patrimoine public de l'État récupéré après 8 ans de spoliation, occupé légalement depuis 2018. Les centres de formation des techniciens voient et désormais entre les mains du gouvernement congolais. Des particuliers, des bars, des restaurants, églises installés légalement seront déguerpis. Et c'est le ministre des Infrastructures qui vient de rendre à l'État ces centres. Eugénie Dada-Chapani. Les centres de formation des techniciens voyeurs du ministère des Infrastructures, spoliés depuis 2018 et récupérés par les ministres des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda. En prélude du déguerpissement de ces occupants illégaux, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, est allé sur ces installations, question de sécuriser ces patrimoines du ministère. Sur les lieux, accompagné du secrétaire général de son ministère, il a fait ses constats. Les constats, c'est l'état dans lequel se trouve le centre de formation des agents envoyés, qui est un pilier de la formation des agents qui sont utilisés dans le cadre des travaux publics, dans la conduite des engins, etc. Il n'existe tout simplement plus depuis quelques années, mais qui a été envahi depuis 2018. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des particuliers ici, il y a même des bars, il y a des gens qui ont signé des contrats, on ne sait avec qui, etc. Et donc on va mettre de l'ordre, redonner à l'État son domaine. Nous allons lancer un projet de réhabilitation et de modernisation de ces centres pour que nous ayons des agents envoyés formés. Nous sommes dans la dynamique d'acquisition des équipements de dernière génération, commandés et achetés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il faut des agents qualifiés pour les utiliser. Et en nouvelle, la journaliste Ruth Bukumba, évacuée en urgence, elle a quitté le pays pour recevoir des soins de santé appropriés à Nairobi au Kenya. Tous les frais sont pris en charge par la première dame Denise Nyakeruchi Tshisekedi Tshilombo, qui a été touchée par les images bouleversantes de la journaliste affaiblie par la maladie circulant sur les réseaux sociaux. À son arrivée, elle a été accueillie par les bénévoles kenyans de la fondation Luna. La journaliste est accompagnée de son époux. Des précisions dans nos prochaines éditions. La SNEL vient d'être blanchie et lavée de tout soupçon, accusée à tort d'avoir provoqué un gigantesque incendie qui a tout ravagé au camp Bumba à Lemba, voire sa cabine électrique intacte. Selon les témoignages recueillis sur le terrain, les sinistres seraient liés à un raccordement frauduleux dans une chambre froide. Yvette Makuntima nous en parlait. Une nuit de panique au camp Bumba. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré entre mardi 10 et mercredi 11 février 2026 sur l'avenue Biangala, quartier Salongo dans la commune d'Elemba. Les flammes ont ravagé plusieurs petits commerces installés le long de cette artère très fréquentée juste en face d'une cabine de la SNEL SA. À l'origine du sinistre, selon les premiers témoignages, une chambre froide mal raccordée. Le feu s'est serré rapidement propagé, attisé par les installations précaires et la promiscuité des échoppes. Malgré cela, sur les réseaux sociaux, certaines voix ont tenté d'impliquer la SNEL.
Une version formellement rejetée par le témoin présent sur place. À la chambre froide, dont le mauvais raccordement frauduleux du câble est à la base de l'incendie. Après le rétablissement de l'énergie électrique, un court-circuit a provoqué un incendie entre minuit et 6 heures du matin. La cabine SNEL est intacte. La SNEL n'est donc pas responsable. La SNEL SA rappelle que sa responsabilité n'est nullement engagée dans ces drames. Nous avons repris la cabine vers 2 heures du matin. Bon, nous étions descendus ici juste pour démentir cette information qui disait que les feux de brûlés de ces camps étaient dus à la cabine Lembacide 6. Pour éviter de tels drames, la procédure des connexions au réseau électrique doit impérativement être respectée, insiste la cellule des communications de la société représentée par Bob Mbombolona. 12 ans après, l'RDC dispose enfin d'un outil de référence statistique des enquêtes sur les conditions de vie de ménage. Ce nouveau document a été présenté par le ministre d'État en charge du plan, Guilain Niembo. Peggy Mukunda nous en parlait. Une première grande enquête nationale pour la République démocratique du Congo sur les conditions de vie des ménages depuis plus de 12 ans qui vient d'être présentée officiellement. Au total, plus de 24 000 ménages enquêtés sur toute l'étendue du territoire national. Désormais, la RDC possède un instrument de statistiques pour mesurer avec précision les conditions de vie des ménages. C'est une opération de collecte des données statistiques de référence réalisée par l'Institut national de la statistique INES sous la supervision du ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Niembo. Cette enquête est l'expression de la volonté du gouvernement de définir les politiques publiques sur base des données fiables, actualisées et représentatives de la réalité congolaise. Elle permet d'une part au gouvernement de mieux définir ses priorités et d'évaluer ses interventions, et d'autre part aux partenaires au développement d'aligner leurs programmes sur les réalités statistiques. Dans son mot, la directrice générale de l'INES, Élisée Tchovu Alima, a rendu tout d'abord un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a garanti la réalisation de cette enquête et à tous ceux qui ont contribué dans sa mise en œuvre. Elle a réaffirmé également son engagement pour la sensibilisation et la vulgarisation de cet outil au public. Cette activité a été réalisée avec l'appui financier de la Banque mondiale qui est déterminée à accompagner l'INES pour d'autres projets de développement durable. Retour sur scène pour le théâtre classique en RDC. Après 44 ans d'absence, le groupe théâtral Les Intrigants vient de faire son grand comeback avec 2 œuvres de haute facture. Un spectacle a été organisé à Kinshasa, nous dit Cédric Kenina. 44 ans et pas une ride. À Kinshasa, la scène s'embrase. Les projecteurs s'allument et la passion reste intacte. La compagnie Théâtre des Intrigants signe une rentrée artistique chargée d'émotions, de mémoire et de fierté. 44 ans de création, d'engagement et de résistance culturelle dans un paysage artistique souvent confronté aux défis. Kinshasa, victoire d'Afrique, c'est en fait l'interpellation des pays africains qui regardent le Congo en train de se battre, alors que le Congo, depuis son époque coloniale, a pu sauver l'Afrique, notamment avec la force publique. Nous avons libéré la ville de Tabora, nous avons libéré l'Éthiopie, nous avons libéré le Soudan, nous avons libéré la Tanzanie, le Rwanda et tous les autres pays, mais personne ne nous rend la monnaie. C'est-à-dire que les grandes décisions qui font le bonheur, le plaisir en Afrique partent de Kinshasa. Pour marquer cet anniversaire d'un saut particulier, les Intrigants frappent fort avec Kinshasa, victoire d'Afrique. Une œuvre puissante qui replonge le public au cœur de l'histoire, mettant en lumière le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans les grandes décisions qui ont façonné les continents
africain. Sur scène, les mots vibrent, les corps racontent, l'histoire y prend vie. Le théâtre devient mémoire, mais aussi affirmation d'une identité. Depuis sa création, la compagnie Théâtre des Intrigants, c'est plus de 60 spectacles professionnels, un ouvrage consacré à la pédagogie théâtrale, des dizaines de festivals et des tournées à travers les pays et au-delà, une école, un creuset, une référence. L'autorité de régulation de la poste et télécommunications tire la sonnette d'alarme. Elle accuse le groupe MTN de fournir des services de téléphonie mobile et d'accès à Internet dans des villes de Goma et Rutshuru sans licence officielle. Selon les régulateurs congolais, MTN opère en violation de la loi relative aux télécommunications et technologies de l'information et de la communication, mettant ainsi en cause la légalité de ses activités dans ces régions. L'ARPTC dit déjà saisir les instances internationales pour réparation de précision avec Edith Chala dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est par cette nouvelle que nous bouclons complètement ce journal de 20h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Ikinzuzi Loya Maya Well, réalisé par Simo Kankolongo Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Fidel Mambweni Didier Diawa, le tout sous la direction d'Oscar Mbal Kaïch. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h avec Robert Ndejisesi. Au revoir.